Tu vois, c'est rare que quelqu'un fasse hyper attention à la nature avant qu'il ait fait attention à ses salariés. Donc déjà, le premier cran, c'est est-ce que mes salariés sont contents de venir au boulot? Est-ce qu'ils sont heureux? Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast consacré aux entrepreneuses et entrepreneurs qui veulent enchanter leurs équipes, leurs clients et leur business dans un monde et une époque parfois très anxiogènes. Je suis Emmanuel Le Saint, je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Je partage ici mes conversations avec des dirigeantes et des dirigeants qui m'expliquent comment ils font pour booster à la fois leur chiffre d'affaires et la motivation des collaborateurs. Dans leurs histoires, la connaissance de soi et des autres est le point central d'un quotidien enthousiaste et positif. Dans cet épisode, je rencontre Nicolas Nollet à l'Aiguillon-sur-Vie. Il a créé Mecaspin en 2019, une entreprise qui conçoit des machines préfileuses de gaines. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes de son équipe et ils m'ont tous reçu avec beaucoup de gentillesse et d'intérêt. On sent une ambiance à la fois amicale, légère et sérieuse, et c'est super agréable. Alors je connais Nicolas depuis plus de 10 ans maintenant, on a donné des concerts et enregistré des disques ensemble. C'est une personne très sensible, douée d'une grande empathie, toujours positif et débordant d'idées. Dans cette interview, il explique notamment pourquoi, selon lui, le bien-être de l'équipe et des clients est le point de départ de toute réussite. Une dernière chose, c'est mon tout premier épisode. Alors excusez-moi par avance pour les tics de langage, je vais tout faire pour les corriger. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, et puis bien sûr, ce que je peux améliorer. Allez, c'est parti, voici le premier émerveilleur, Nicolas Nollet, directeur associé de Mecaspin. Salut Nico, merci de nous recevoir à Mecaspin. Ouais, bienvenue Manu. Écoute, merci beaucoup. Justement, je voudrais que tu commences par te présenter finalement. Donc je suis Nicolas Nollet, j'ai 43 ans. J'ai commencé à faire Mecaspin il y a pas si longtemps que ça. Cette entreprise-là qui me plaît bien, où je fais de la fabrication de machines un peu spéciales. Et puis autrement, voilà, moi, rien de spécial, j'ai 2 enfants, une petite femme, et puis voilà. Ok. Quand est-ce que tu as créé Mecaspin, justement? Tu as dit il n'y a pas très longtemps, mais c'était quand exactement? C'était en 2019. Ok. Aujourd'hui, vous êtes combien? Ici, on est sur le site de Mecaspin, on est 4, mais comme on fait partie d'un groupe, on est amené à être une petite dizaine à travailler pour Mecaspin. D'accord. Voilà. On a si tu veux, on a quelques salariés qui sont à la fois dans une autre entreprise, qu'on peut utiliser un peu comme si on se les partageait. D'accord. Pour parler de cette activité avec des machines un peu particulières, c'est quoi ces machines? Elles servent à quoi? Et à qui? En fait, alors, tu vois, la petite histoire, c'est que c'était il y a très longtemps, j'ai cherché du travail et il y a quelqu'un qui cherchait quelqu'un qui fabriquait des machines. Et du coup, j'ai répondu à cette offre d'emploi et c'était des machines pour faire du filage, c'est-à-dire rentrer des fils dans de la gaine électrique pour les électriciens. Ça, c'est vraiment le principe de base. Après, on les met à longueur, on les étiquette. Elles sont enroulées, en packagées, et voilà. Ça, c'est vraiment ce que font nos machines, en fait. Ok. Et donc, qui a besoin de ces machines? Alors, les gros électriciens, tu as aussi les pieuvristes, qu'on appelle pieuvristes, c'est-à-dire des gens qui vont câbler ta maison à l'avance. Donc, toutes les gaines vont passer dans nos machines. Elles sont câblées en atelier. Donc, nous, on fournit des ateliers clés en main pour câbler ces fameuses pieuvres. Et après, la pieuvre est directement mise dans ta maison. Ok. Voilà. Donc finalement, cette idée, elle est venue parce qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé de faire une machine comme ça. Ouais, voilà. Ça aurait pu être, je sais pas, un gaufrier. Tu vois, moi, mon boulot, c'est concepteur. Donc, j'ai conçu la première comme ça il y a longtemps maintenant, il y a 20 ans. Puis, j'ai laissé aller. J'ai fait d'autres boulots entre-temps. Puis on m'a rappelé, j'en ai fait une deuxième. On m'a rappelé, j'en ai fait une troisième. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, là, j'ai vraiment fait une entreprise qui s'appelle Mecaspin pour faire ça. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, je sais pas, d'un nombre de clients, de chiffre d'affaires? Ouais, aujourd'hui, on fait presque 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. Peut-être plus, là, cette année, si ça va bien, 1,5 million. C'est ce que j'espère, c'est l'objectif. Et puis, on a on a 40 clients récurrents. On a à peu près le même nombre de machines dans la nature qui tournent en 2/8, tu vois, c'est des machines industrielles, donc elles tournent de 8h le matin
jusqu'à des fois en 3.8, même tout le temps. Essentiellement la France, mais pas que. Ouais, pas que. Alors, vraiment la France, dans un premier temps, on a fait vraiment la France. On a eu récemment le Brésil. On a été hyper heureux parce qu'on est une toute petite boîte. Et de se faire démarcher par un grand constructeur du Brésil, c'était vraiment un truc qui me paraissait complètement fou. Quand on a eu le premier email, on s'est dit, oh, c'est pour blaguer, quoi. Et non, en fait, ils se sont déplacés. On a vendu la machine. C'est super bien passé. Nous, on est allés là-bas. On a fait une semaine de mise en service. Puis, tu vois, depuis, elle tourne. Et puis maintenant, on a trois autres machines en Suisse. Voilà. Ok. Et peut-être à Abidjan, j'espère, l'année qui suit. Un autre continent, quoi. Ouais, ça serait super. Ça serait vraiment super. Justement, depuis le démarrage, c'est quoi tes grandes réussites ou tes grandes satisfactions ? De quoi tu es le plus fier, on va dire ? Alors, je le dis souvent aux gars. Je pense que si tu leur poses la question, ils te diraient que c'est vrai. Moi, je vois que ma réussite personnelle par aussi le fait que les autres réussissent. Donc, je pourrais pas, si tu veux, arriver le matin en me disant ouais, je gagne plein d'argent, ça tourne bien et tout, en me disant mes salariés, ils sont pas très heureux. Ils sont pas très contents de venir. Donc ma satisfaction première, c'est d'être dans une équipe où j'ai l'impression qu'on est entre amis, entre guillemets. Je pense qu'ils sont contents de bosser avec moi. Je suis content de bosser avec eux, en tout cas, moi. Ça a l'air, en tout cas, quand on est passé tout à l'heure, on sent une ambiance d'amis, justement. Ouais, je pense. Tu vois, on est en équipe. Quand on remporte une affaire, on a l'impression de la remporter ensemble. D'ailleurs, on la remporte. Tu vois, c'est un peu comme si on avait remporté un match. Donc, on s'amuse. Je pense qu'on bosse dur, mais ouais, voilà. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et après, niveau conception mécanique, je suis content de ce que je fais, mais c'est pas là où je vais avoir le plus de fierté, franchement. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que justement, tu as une façon de concevoir les machines, en tout cas de les dessiner, qui est un peu différente. Je veux bien que tu m'expliques comment tu fais parce que j'ai bien aimé cette façon de voir. Bah, tu vois, souvent ce qui est fait, c'est qu'on imagine souvent un contenant pour faire quelque chose. On se dit, tiens, je vais faire par exemple, je sais pas moi, une machine pour mixer quelque chose. Je vais faire un bâti, c'est-à-dire une enveloppe. Et puis après, à l'intérieur, je vais mettre ma mécanique et tout ça. Et moi, du coup, j'ai tendance à faire vraiment beaucoup l'inverse, tout le temps même. Donc, si tu veux, je monte ma mécanique dans l'espace, autour du produit fini. Et en fait, la mécanique est comme ça, elle se tient en 3D. Elle est parfaitement au bon endroit. Et après, je construis la boîte autour. Donc, en fait, du coup, la boîte, entre guillemets, elle a que ce qui est nécessaire et suffisant pour faire ce qu'elle a à faire. Ouais, j'aime bien cette vision. Finalement, la boîte, elle vient en dernier juste pour contenir ce qui a été créé au départ, quoi. Ouais. L'idée, en fait, c'est comme si tu avais l'idée qui était au centre de tout, et après, hop. Ouais. Et du coup, la contrainte, elle vient... il n'y a plus de contrainte. Ça enlève la contrainte... de l'espace extérieur. Au départ. Ouais. Aujourd'hui, on a un environnement qui est de plus en plus instable. Et donc, au niveau commercial, pour les entreprises, c'est toujours un enjeu un peu particulier. Comment tu fais pour te projeter dans l'avenir avec l'entreprise et faire en sorte qu'elle tourne malgré le chaos ambiant, quoi ? Écoute, quand on se projette, déjà, on essaie de lister nos idées, nos grandes idées, et puis d'avoir un peu un objectif à long terme, à moyen terme et à court terme. C'est un truc que j'ai mis en place aussi parce que j'avais fait la formation de David Laroche. Ouais. Tu vois, et du coup, ça m'a vraiment aidé pour ça. Donc, on essaye d'avoir une vision à long terme, qu'on ne garde pas forcément, qui change des fois d'année en année. Et après, à moyen terme et à court terme, là, ce qu'on essaye de faire pour que ça fonctionne, c'est de mettre en place des systèmes automatiques, par exemple, pour le marketing, histoire qu'on n'ait pas tout le temps une grosse charge mentale à avoir, à penser à tout. Donc, on essaie de faire que ça s'automatise un peu plus, quoi. Pour le développement de l'entreprise, à quelles difficultés t'es confronté et pour lesquelles quelles difficultés tu as aujourd'hui, si t'en as, hein. Ouais, si. On en a. On a les délais fournisseurs, le truc habituel, tu vois. Vraiment, qui ont été vraiment très forts les 2 dernières années, parce qu'on avait carrément des machines qu'on ne pouvait pas vendre parce qu'on n'avait pas de pièces. Donc là, on avait des commandes et que je ne pouvais pas honorer. Donc il y a une machine qui est restée 1 an et demi chez nous pour une pièce à 200 €.
Tu vois, donc on s'est rendu compte aussi de la contrainte d'avoir, par exemple, de la pièce électronique qui arrive de l'autre bout de la planète. Donc ça nous a permis de refaire, tu vois, là on refait nos cartes électroniques. Par contre, elles sont faites en Allemagne maintenant, alors qu'avant on les envoyait, je crois, c'était en Chine pour se faire souder. Donc c'était notre conception, mais c'était fait ailleurs. Donc là, on a rapatrié, même en Belgique, je crois. Je ne sais plus exactement. Mais enfin, c'est beaucoup plus près. Donc déjà, ça a été un problème qui nous a permis de recentrer un peu les fournisseurs par rapport à notre lieu de chalandise, en fait. Ouais, d'accord. Ça, c'était un des problèmes que j'ai rencontrés. Après, dans les autres soucis, c'est l'organisation de tous les jours, mais voilà, c'est pas une contrainte. Voilà, ça fait partie du métier. D'accord. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on entend parler de grandes démissions, on entend parler de comportements très différents des nouvelles générations au travail, et finalement des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui sont un peu à la peine avec la partie RH. Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu vis les mêmes choses ou est-ce que c'est différent ? Écoute, nous on est très petits, donc du coup je pense que j'ai peut-être pas une vision très objective. Moi, à Mecaspin, ça se passe très bien parce que du coup, forcément, on se côtoie facilement, on est peu. Donc, je pense que le courant passe bien et puis on arrive vite à désamorcer les sources de problèmes. Du coup, j'ai pas ce ressenti par rapport aux nouvelles générations. Tu vois, par exemple, Clément, le plus jeune qui est là, ça se passe super bien, il a beaucoup d'énergie, j'aime beaucoup, et du coup j'ai trouvé que c'était plutôt agréable d'avoir une nouvelle façon de voir les choses. Et Valentin, lui, tu vois, il est plus la trentaine. J'ai pas senti je sens pas vraiment de différence générationnelle avec moi. Ok. Donc voilà. Il y a aussi, tu as une approche, on en parlait aussi tout à l'heure, mais à partir du moment où finalement chacun va avoir une idée, va pouvoir la proposer, vous allez tous bosser dessus, ou en tout cas ils vont pouvoir la développer comme ils veulent. C'est aussi, il y a une culture qui fait que la personne peut proposer des choses et elle est responsable aussi pour les mener à bien. Ouais, bien sûr. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Si quelqu'un dit tiens, dans l'atelier j'aimerais bien avoir ça, tout de suite on y réfléchit, on essaie de voir si on pose le pour et le contre, et souvent on essaye, tout simplement. Donc on essaye, si ça va pas on ajuste. Ça aussi c'est un truc que j'ai chopé dans David, dans les formations de David Laroche. T'essayes, test and learn, et t'apprends et tu rajustes. Tu dis ah non, c'est pas tout à fait ça, il m'aurait fallu ça, et au final ça fait avancer beaucoup plus vite. Je trouve que d'y réfléchir, dire ah ça y est, ça, j'ai trouvé le bon truc, et en fait tu l'essayes et puis non, en fait t'avais oublié un détail. J'ai perdu 3 ans. c'est ça. Donc voilà. Ok. Est-ce que tu as réfléchi à l'identité de Mecaspin, la culture d'entreprise en fait ? Non, pas trop. Honnêtement, j'ai pas trop réfléchi à ça. En tout cas, moi ce que j'aimerais que ça apporte, c'est plutôt le côté facilité de communication entre les personnes là, ouais. Tu vois, et puis le fait de se dire que c'est possible. Tu vois, t'as un marché que tu vois, par exemple l'Afrique, on aimerait bien arriver à vendre des machines là-bas. On va se dire pourquoi pas quoi, on peut y aller, on peut essayer en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose moi qui m'a marqué, justement que je retrouve en discutant avec Clément par exemple, c'est il y a vraiment un regard tourné vers l'être humain, que ce soit client ou alors collaborateur, pour comprendre comment il fonctionne. Enfin, tu parlais des machines tout à l'heure, où vous allez regarder comment sont leurs locaux, comment ils sont agencés, qu'est-ce qu'ils font avec, pour voir comment non seulement bien la positionner, mais aussi finalement dans vos ateliers c'est pareil. Dans tout, finalement, il y a toujours une attention pour améliorer les choses pour l'utilisateur, quoi. Ouais. On se met, comme tu dis, on essaye vraiment de se mettre à sa place. Alors, moi, je me dis, un client qui marche bien, ce que je me dis, c'est que dans 3 ans, bêtement, il est peut-être capable de me recommander une deuxième machine parce qu'il est super content. Et il n'y a que comme ça que je peux en vendre une deuxième. Tu vois, les machines, elles ont une durée de vie de 15 ans. Donc, si on fait qu'une vente pour dire de faire une vente, on ne va pas avoir un marché non plus extraordinaire. Donc, il y a le fait de se positionner du côté humain et de se mettre à la place de son client.
c'est déjà vachement bien d'un point de vue éthique. Et en plus, on y gagne après, parce que commercialement, ils sont contents, parce que ça marche, on s'est mis à leur place. Donc en fait, le produit est rentable, leur activité est rentable, et du coup, tout fonctionne, quoi. Ouais. Et c'est pareil. Et puis c'est pareil pour les salariés. Tu vois, si tu as une belle servante Facom avec des outils, tu as plus envie de bosser qu'avec des outils qui marchent pas, par exemple. Ouais. Donc c'est valorisant. Puis moi, on essaye de faire hyper attention à ça, quoi. Ouais. Donc finalement, si tu dois décrire la culture, tu dis finalement je l'ai pas trop pensé, mais finalement tu as quand même des valeurs qui sont bien là et que vous partagez tous et que vous mettez en œuvre tous les jours, quoi. Ouais, c'est okay. ça. À quel problème tu vas être confronté, par exemple, au quotidien, dans la gestion d'équipe ou Franchement, honnêtement, j'en ai pas trop. J'en ai pas. Là, aujourd'hui, on n'est peut-être pas assez nombreux pour avoir ce genre de problème humain. Après, en relation client, ce qu'on peut avoir en problème humain, c'est peut-être de la mauvaise foi de la part d'un client ou genre une panne de machine, comme je te racontais tout à l'heure. Mais je pense qu'on est très franc, et puis du coup ça se ressent. Du coup, on a aussi un retour client qui est en général très très honnête et franc. Donc humainement parlant, franchement, je j'ai pas de soucis particuliers au quotidien, moi. Ok, on va passer à la partie plus, on va dire, environnementale. C'est des questions qui me tiennent à cœur parce qu'en fait, on est tous confrontés au dérèglement climatique. On connaît les causes et en même temps, on est tous des petites fourmis, on ne sait pas trop bien quoi faire. Du coup, toi, en tant que chef d'entreprise, comment tu l'envisages, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, j'ai une position qui est assez hypocrite parce que non, faut être honnête. En fait, j'aimerais bien faire tout bien et c'est pas facile. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un travail qui est quand même consommateur d'énergie. C'est pas énorme, hein, mais c'est pas un boulot qui est très polluant, mais qui est pas non plus très qui valorise pas forcément la nature. Alors il y a bien sûr, je fais attention au tri sélectif et tout ça. Tu vois, on a les bennes, on fait très attention. On reçoit beaucoup de trucs de peinture avec beaucoup de produits d'emballage. Donc là, ça fait plusieurs fois que je fais la demande à notre fournisseur, dire écoute, j'aimerais bien mettre en place avec toi un système de chariot et que tu n'aies plus d'emballage à faire et que moi, j'ai plus d'emballage à déballer et plus d'emballage à acheter. Et tout le monde serait gagnant, tu vas gagner ton temps, moi aussi. Et c'est vrai que la partie emballage m'embête vraiment. Si vraiment j'avais la possibilité de faire un effort là-dessus, c'est vraiment là-dessus que j'aurais envie d'appuyer. Ok. Mais après, je ne suis pas consommateur d'huile ou de produits polluants, tu vois. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. L'activité en elle-même, en fait, elle n'est pas fortement polluante. Non. Elle n'est pas régénérative non plus. Voilà. C'est un peu neutre comme boulot. Après, nos machines, par contre, permettent de faire des économies de matières premières. Donc, tu vois, sur le niveau de chute que tu peux avoir sur une année, c'est assez énorme. Hein. Des fois, c'est plusieurs milliers d'euros que tu peux gagner. Donc, c'est tout aussi bien pour la planète. On minimise vraiment le fait qu'on trace les maisons à l'avance sur ordinateur. On minimise vraiment les longueurs perdues, les fins de bobines, tout ce que tu peux imaginer. Les déchets, il n'y en a plus sur chantier. Donc on sait qu'un déchet, il est quand même beaucoup mieux valorisé quand il est fait au sein d'une entreprise plutôt que quand il est amené sur un chantier. On sait très bien comment ça finit, c'est dans des sacs, c'est pas trié. Donc là, le déchet, déjà, il est pris à un niveau où on peut le traiter beaucoup plus facilement et il y en a beaucoup, beaucoup moins. Ouais, d'accord. Ça, c'est une petite part, allez, on va dire, sympa de l'utilisation d'une machine comme ça. Et si on globalise un petit peu, pour toi, justement, quel rôle peut jouer un chef d'entreprise? Parce qu'en même temps, on est dans un système où on peut faire des choses nous, mais tant que le reste bouge pas, on peut pas faire non plus. Donc finalement, c'est comme si tout le monde s'attend un petit peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des grosses décisions qui devraient être prises presque au niveau de... Enfin, moi, c'est un peu mon ressenti, tu vois, au niveau de l'État, comme les sacs plastiques ou les choses comme ça. On a réussi quand même à changer assez facilement. Après, pour un entrepreneur, t'imagines, il a des commandes numériques, il consomme beaucoup d'électricité. Pour lui, c'est compliqué du jour au lendemain de dire je vais faire
une pollution zéro, c'est quasiment impossible. Donc, sur ce genre de trucs-là, on peut soit avoir recours à des énergies, tu vois, les photovoltaïques, on en parlait tout à l'heure. Peut-être que c'est des bons recours. Mais après, c'est vrai que pour un entrepreneur, faire attention à ça, j'imagine que c'est vraiment pas facile. C'est un peu... je pense que tu dois te sentir un peu tout seul dans ta barque en disant bon, j'y vais avec ma foi et puis je vais essayer de faire au mieux. Après, je trouve que ça commence souvent par la condition des salariés. Tu vois, c'est rare que quelqu'un fasse hyper attention à la nature avant qu'il ait fait attention à ses salariés. Donc déjà, le premier cran, c'est est-ce que mes salariés sont contents de venir au boulot ? Est-ce qu'ils sont heureux ? Est-ce qu'ils sont dans des bonnes conditions de travail ? Est-ce qu'ils ne respirent pas des produits toxiques, machin ? Est-ce qu'ils ne sont pas en danger ? Et après, si tu es rentable et que tout va bien, je pense que tu commences à te poser la question de la nature. Mais c'est rare que tu aies ça en leitmotiv premier, quoi, comme si c'était le but, quoi. Ouais, il y a une sorte de conscience. Plus la conscience s'élargit, plus au départ, t'es conscient de ta personne et donc tu fais tout pour ta personne, un peu en s'en fichant du monde. Après, tu ouvres un peu la conscience, tu te rends compte que les autres ils sont comme toi et que finalement, pour que ça marche bien, c'est bien de faire attention aux autres et t'as envie. Et puis finalement, une fois que tu fais attention aux autres, tu fais aussi attention au monde dans lequel on vit, qui permet la vie. Et voilà, ouais, je comprends. Tu diriges Mecaspin, tu as une famille, 2 enfants, tu fais du sport, tu fais de la musique. Comment tu arrives à faire tout ça ? Est-ce que tu as une organisation spéciale qui fait que tu arrives à trouver du temps pour tout ? J'arrive à trouver du temps pour tout et tu vois, c'est encore un truc que j'ai appris avec la formation que j'avais fait de David à La Roche. T'as des codes promo, non ? Ouais, c'est ça. Il me file une ristourne. Et tu vois, il y a quelques années, je pouvais finir à vraiment pas d'heure. Quand j'ai lancé Mecaspin, je finissais vraiment à pas d'heure. Genre à minuit, encore en train de bosser et tout ça. Et je me suis dit, ça doit pouvoir rentrer dans un temps plus court, quoi. Il y a des gens qui gagnent 10 fois, 100 fois, 1000 fois ce que je gagne. Ils ont autant de temps que moi. Donc, il y a forcément une manière de faire. Donc, j'ai enlevé les notifications que j'ai su un peu les conseils de David. J'ai enlevé toutes les notifications WhatsApp, machin, pour pas que ça sonne, pour arrêter d'être embêté. Je regarde pas la télé le soir, tu vois. C'est pas un truc que je fais. Et puis je me suis dit, j'essaie de rentrer, chercher ma fille à l'école. Après, je reprends à la limite 1 heure et demie de boulot. Mais en fait, je me suis imposé des horaires où je me dis, là, il faut que je sois en famille. Ouais. Et franchement, je trouve que je m'y tiens à peu près bien. Donc en fait, tu arrives à avoir une sorte d'emploi du temps avec un agenda qui fait que tu as des zones de temps différentes, zones de temps de travail, je suis à fond dans le travail, une zone de temps famille, c'est la famille, des choses comme ça. C'est exactement ça. Et puis je me suis empêché d'aller travailler le week-end, ce que je faisais. Alors ça m'arrive des fois, peut-être un samedi de temps en temps dans l'année, tu vois, parce qu'il y a je veux mettre un petit coup de bourre, mais franchement ça n'arrive plus. Ok. T'arrives à te dire le vendredi soir, ok, on en est là, ça s'arrête, et je reprends lundi matin, quoi. Ouais. Et pendant le week-end, ça te trotte pas Moyen. Non, mais ça me rassure quand même. Non, moyen. Non, tu vois, le week-end, ça me trotte dans la tête. Okay. Mais bon, je fais au mieux, quoi. Ouais. Ça t'empêche pas d'être 100% avec ta famille, tes enfants et tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment si tu pouvais recommencer Mecaspin, par exemple ? Ouais. Je ferais tout plus vite, plus tôt. Et j'enlèverais toutes les peurs. Tu vois ? Toutes les peurs ? Ouais. Ah ouais ? Tu sais, t'as peur de te lancer. Je pense que je suis la personne qui a fait le plus de business plan de la chambre des métiers de La Roche-sur-Yon, franchement. Ah ouais ? Je l'ai fait 10 fois, 15 fois. Alors, j'aurais pu me lancer d'entrée de jeu. J'aurais gagné 10 ans. Ok. J'ai peur juste perdre de temps à cause de la peur. Est-ce que tu as une citation ou une maxime, un truc que tu aimes bien et que tu suis ? J'en ai plein, mais du coup je les note, tu vois, je les ai pris sur Pinterest là, et je m'amuse à remettre des citations. C'est encore un truc tu vois, dans Entraîner pour réussir de David Laroche, tu vois, choper des citations d'hommes que tu aimes bien. Et
je crois que c'est Abraham Lincoln qui dit si j'avais 8 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 6 à aiguiser ma hache, tu vois. Souvent, je dis à Clément, bon, là, on aiguise la hache. Et c'est juste qu'on essaie de se préparer au mieux. Et après, boum, tu vois, on peut... après, t'es sûr de toi, quoi. Ouais, c'est de la préparation. J'avais entendu une citation comme ça où c'était genre, si j'avais 24 heures, je perdrais les 23 heures et 59 minutes à préparer et la dernière minute à faire. C'est ça. C'est ça. Ok. Écoute, Nico, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à toi. Où est-ce qu'on peut retrouver Mecaspin, du coup? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Internet, tout simplement en tapant mecaspin.fr. Tu peux retrouver le site avec les machines qu'on fabrique. Et puis voilà. Après, je crois qu'on a aussi on doit avoir tous les réseaux sociaux, mais je suis pas trop là-dedans, donc je peux pas te dire grand-chose là-dessus. Mais c'est surtout sur le site Internet que tu vas nous retrouver. Ok. Et donc, vous êtes à l'Aiguillon-sur-Vie. Ouais, voilà. Okay. L'Aiguillon-sur-Vie en Vendée, près de la mer. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci, Manu. Salut. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et merci à Nicolas pour ce super moment à l'Aiguillon-sur-Vie. Comme je le disais, je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et puis, quelle personne me conseillez-vous d'interviewer une autre fois? En attendant, je vous demande juste un petit coup de pouce. Abonnez-vous au podcast. Et si ça vous a plu, donnez-lui une note sur votre plateforme et partagez l'épisode. En attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.